никогда в жизни думал, что мне придется в таком, по крайней мере, возрасте, в котором я сейчас нахожусь, только что пережив свое 50-летие, обратиться по существу к мемуарной какой-то части, причем к части трагической. Le soleil se lève sur la ville de Pripyat, Ukraine. Ses habitants sont alors loin de se douter qu'un terrible événement allait changer leur vie, à tout jamais. À l'intérieur de la centrale, située à 3 km de la ville, les scientifiques du bloc numéro 4 s'apprêtent à tester un nouveau système d'auto-alimentation du réacteur qui devrait leur permettre de futures économies d'énergie. 1h23 du matin, les systèmes de sécurité sont désactivés et les tests commencent. Mais les événements ne se déroulent pas comme prévu. Le sol de la centrale se met à trembler. Une détonation retentit. Le cœur du réacteur vient d'exploser, propulsant dans les airs les 1200 tonnes de son couvercle. Une flamme multicolore et radioactive s'élève dans le ciel d'Ukraine. L'URSS ne survivra pas à cette catastrophe, et le monde ne sera plus jamais comme avant. Au petit matin, Gorbatchev rassemble dans l'urgence les meilleurs scientifiques de l'URSS, avec à leur tête Valéry Legasov, l'un des principaux acteurs du programme nucléaire soviétique. Ils partent dans l'après-midi pour Tchernobyl. Pendant ce temps, aux alentours de la centrale, la population est toujours dans l'ignorance, alors que les scientifiques relèvent des taux de radioactivité supérieurs à plus de 600 000 fois la norme. L'évacuation de la ville de Pripyat ne sera pourtant décidée que le lendemain. On dit à la population de ne prendre que le strict minimum car l'évacuation ne durera que 72 heures. Ils ne savent pas encore qu'ils ne reviendront jamais. L'URSS cache alors la gravité de la situation à son peuple et également au reste du monde. Cependant, le 28 avril, les appareils de la centrale de Forsmark, en Suède, enregistrent des taux de radioactivité bien supérieurs à la moyenne et comprennent qu'une catastrophe nucléaire s'est produite quelque part dans le monde. Les dirigeants de la Suède rentrent alors en contact avec l'AIEA, Agence internationale de l'énergie atomique, qui vont à leur tour contacter les pays voisins, qui ne savent rien. L'AIEA finit par se douter que le problème vient du bloc de l'Est, celui-ci ne participant à aucun de leurs programmes nucléaires. Pendant que l'URSS réfléchit à une réponse à leur donner, la rumeur se propage dans le monde occidental. Les États-Unis déploient des satellites espions au-dessus de l'Union soviétique. Ils découvrent alors la vérité et retombent en mode guerre froide. Le Kremlin va avouer et tenter de minimiser la catastrophe en disant que seulement 2 personnes sont décédées dans l'explosion de la centrale, pendant que les États-Unis, eux, déclarent 2000 pertes humaines. J'ai toujours ressenti une certaine fascination pour cet événement tragique. Cette fascination me vient en partie d'un jeu que mon père a acheté quand j'avais 16 ans, un jeu sur lequel j'ai passé un nombre d'heures incalculable et que j'ai parcouru de fond en comble afin d'en découvrir tous les secrets. Stalker, Shadow of Chernobyl. Sorti en 2007, développé par le studio ukrainien GSC Game World, Stalker est un FPS intégrant de nombreux éléments de RPG ainsi que de survival horror. Il est inspiré du livre Stalker, Pique-nique au bord du chemin, écrit par Arkady et Boris Strugatsky, ainsi que du film Stalker réalisé par Andrei Tarkovsky, lui-même inspiré du livre. Ces 2 œuvres, bien qu'écrites avant l'explosion de Tchernobyl, ont une idée assez précise de ce à quoi ressemblerait une catastrophe nucléaire. La raison est très simple. Contrairement à la croyance commune, ce n'est pas la première fois que ce genre d'événement se produit. Mayak, sud de l'Oural. Un complexe nucléaire dédié à la fabrication de plutonium voit le jour. Le but de l'Union soviétique est alors de s'équiper de la bombe nucléaire, l'objectif étant d'empêcher les États-Unis d'attaquer l'URSS afin de protéger le socialisme coûte que coûte. Une ville secrète, nommée Tchelabinsk 40, est créée près du site afin d'accueillir les travailleurs. Une explosion survient à l'usine de séparation de plutonium, causée par une défaillance du système de refroidissement de l'une des cuves de déchets. Environ 75 tonnes de liquide hautement radioactif sont projetées en l'air. Des centaines de personnes sont tuées, et des milliers d'autres sont contaminées par les radiations.
La catastrophe est considérée comme le troisième plus gros accident nucléaire après Tchernobyl et Fukushima, mais est aujourd'hui relativement peu connue, ce qui est dû à la dissimulation de l'événement par le gouvernement soviétique. Les autorités mettent 6 jours à évacuer les zones contaminées, sans donner d'explication aux habitants. Les médecins ont pour interdiction de parler des victimes des radiations dans les rapports médicaux. Il a fallu attendre près de 20 ans pour recevoir les premières informations sur la catastrophe, et l'Académie soviétique des sciences ne reconnaîtra officiellement l'accident qu'en 1988. Jusqu'à aujourd'hui, les répercussions se font encore ressentir dans la région. Mais revenons-en à Stalker. Le jeu se déroule en 2012 à Tchernobyl, après la seconde explosion du réacteur. Nous y incarnons un Stalker, sorte de braconnier de la zone, qui a perdu la mémoire et est recueilli et soigné par un marchand du nom de Sidorovitch. Tout ce qui nous reste est un tatouage Stalker sur le bras et une quête sur notre PDA nous disant de tuer Strelok. Le jeu est volontairement évasif sur son histoire, nous poussant ainsi à explorer la zone dans ses moindres recoins afin de partir dans une quête de vérité. Quel est le mystère de la zone ? Qui est Strelok ? Pourquoi me demande-t-on de le tuer ? Nous en apprendrons plus au fil de nos aventures et de nos rencontres avec différents personnages qui nous permettront de reconstituer petit à petit les pièces du puzzle. Adolescent, tout cet univers m'a directement fasciné et j'ai passé un temps fou à parcourir le jeu de fond en comble afin d'avoir toutes les fins possibles, du nombre de 7. Des années après, ce jeu continue de fasciner toute une génération de joueurs pour de nombreuses raisons. Stalker possède une âme qui puise sa force de ses origines. Les paysages abandonnés d'Europe de l'Est qui sont ici recréés contiennent une certaine beauté mélancolique et évocatrice. Il mélange fiction et réalité afin d'en faire une expérience puissante ainsi qu'un message pour les générations futures. Le studio est lui-même très respectueux envers les événements dont il est inspiré. Andrew Prokhorov, chef de projet sur Shadow of Chernobyl, confiera ceci. L'amusement en lui-même n'est pas notre but premier. Introduire de l'optimisme dans les terres sinistrées de Stalker serait blasphématoire. Il n'y a simplement rien de léger ou d'optimiste à propos de ces mondes. Après avoir fini le jeu la première fois, je me suis mis à regarder tous les documentaires et à lire tous les articles traitant de la catastrophe de Tchernobyl, et j'ai été particulièrement touché par les conséquences humaines, écologiques et économiques que ce désastre a engendré. Juste après l'explosion du réacteur, les pompiers arrivent sur place et déversent des tonnes d'eau pour éteindre l'incendie. 10 jours après l'explosion, s'ensuit une course contre la montre. Une nouvelle menace se présente, les explosions nucléaires dues à la vapeur. Les tonnes d'eau déversées forment alors une piscine sous le réacteur, et si l'on ne fait rien, son cœur atteindra la nappe d'eau et provoquera une seconde explosion encore plus dévastatrice que la première. Les conséquences seraient désastreuses. Le physicien soviétique Vassili Nesterenko dira ceci. Nos experts ont étudié cette possibilité et ont conclu que l'explosion aurait eu une force de 3 à 5 mégatonnes. La ville de Minsk, qui se trouve à 320 km de la centrale, aurait été rasée, et l'Europe rendue inhabitable. 3 hommes se portent volontaires pour plonger dans ces eaux radioactives afin d'ouvrir les vannes d'évacuation. Alexei Ananenko, qui est le seul à connaître l'emplacement des vannes, Valéry Bespalov et Boris Baranov. Équipés de combinaisons de plongée et de respirateurs, les hommes parviennent au terme de leur mission et évitent ainsi une catastrophe d'une ampleur sans précédent. La légende reprise par les médias veut que ces 3 hommes soient morts durant la mission ou dans les semaines qui ont suivi. Andrew Laserbarrow, dans son ouvrage Tchernobyl 1.23.40, nous dira que cette histoire est très exagérée. Branov meurt d'une insuffisance cardiaque en 2005. Ananenko et Bespalov continueront par la suite à travailler dans l'industrie nucléaire. Dans une interview réalisée par le Huffington Post après le succès de la série Tchernobyl, Ananenko nous dira simplement « On m'a ordonné d'y aller. J'ai fait ce que je devais faire. C'est tout. » Le courage de ces 3 hommes, ainsi que de celui des liquidateurs qui se sont succédés afin de décontaminer la zone, a ainsi permis d'éviter le pire. Le nombre de liquidateurs qui se sont relayés est estimé entre 500 000 et 800 000. Parmi ceux-ci, 50 000 sont déjà morts et 200 000 sont maintenant invalides. Les populations vivant aux alentours de la centrale ont été déplacées dans des bourgades aménagées à la va-vite. Seul problème, personne n'a pris le temps de vérifier si les nouveaux villages étaient construits dans un environnement sain. Nombre de ces emplacements étaient tout aussi radioactifs qu'aux alentours de la centrale. Face à cette double trahison, le peuple perd confiance en ses dirigeants mais également en l'avenir.
Ми хочемо послухати правду і знати, вернутися домой. Там записує вас, усе ясно. Там ви правди не знаєте? Нет, мы не знаем, правды нет нигде. Сколько не работаешь, правды нет. Но хотелось узнать. Des vagues de suicides apparaissent, des manifestations sont organisées dans tout le pays afin de réclamer réparation. Les gens ne supportent plus la soumission imposée par Moscou. Tout le monde se met à se révolter, que ce soit dans les grandes villes ou les campagnes. Une grande manifestation de plus de 60 000 personnes se tient à Kiev dans un stade de foot. Le peuple n'hésitant pas à défier le KGB quand celui-ci décide de couper les micros des orateurs. Но гласность еще встречает ожесточенное сопротивление ведомств. Во-вторых, где микрофон? Во-вторых, Face à cela, Moscou sort les grands moyens. Ils appellent l'OMS à la rescousse afin d'établir un bilan de la situation. Après 10 jours d'études, l'OMS déclare sans aucune honte qu'elle ne voit aucun signe de maladie lié à la catastrophe, que tout était dans leur tête, dû à un syndrome post-traumatique et à de la radiophobie. Les populations ukrainiennes et biélorusses directement impactées par la catastrophe comprennent que le pouvoir est contre eux. Et tous les mouvements se changent alors en mouvements séparatistes pour l'indépendance des pays. Bien sûr, des travaux ont été faits sur la centrale afin d'endiguer la catastrophe. Un an après l'accident, un sarcophage fut construit à la va-vite afin de contenir les radiations du réacteur numéro 4. Celui-ci était prévu pour durer 30 ans. Cela devait laisser le temps de construire un plus grand dispositif de confinement. En juillet 2019, ce projet est enfin mis en service. Un nouveau sarcophage est mis en place par-dessus l'ancien. Celui-ci est pensé pour garantir la sûreté du site pendant une période de 100 ans. Cette nouvelle construction est la plus grande structure terrestre mobile jamais construite, avec une largeur de 162 mètres, une hauteur de 108 mètres et un poids total de 36 000 tonnes, ce qui représente 3 fois et demi le poids de la tour Eiffel. Elle peut résister à des températures entre moins 43 et 45 degrés et des vents allant jusqu'à 250 km/h. C'est donc une avancée certaine, mais il existe encore des risques. Jean Revest, membre de la coordination antinucléaire, nous informe qu'un signal de fission atomique auto-entretenu critique en provenance d'une pièce inaccessible de la centrale nucléaire en ruine de Tchernobyl vient d'être détecté. Celui-ci craint une accélération de la fission, menant à une libération incontrôlée d'énergie nucléaire auquel le nouveau réacteur ne pourrait résister. Dans l'univers de Shadow of Chernobyl, le sarcophage est un lieu attirant la convoitise de nombreux stalkers. Une légende raconte qu'un exauceur de vœux se cacherait à l'intérieur et qu'il serait capable d'exaucer le moindre de nos désirs. Très peu auraient réussi à l'atteindre, celui-ci étant gardé par les soldats de la faction du Monolithe. Secte religieuse vouant un culte à la zone, lobotomisée afin de leur permettre d'ignorer leurs blessures, en faisant ainsi les ennemis les plus redoutables du jeu. En parlant d'ennemis, le monde de Stalker vous en fera voir de toutes les couleurs. Entre sangliers enragés, croque-morts, poltergeist, soldats zombies, sangsues, bandits, militaires, le jeu vous procurera du fil à retordre ainsi que quelques frayeurs. L'intelligence artificielle des ennemis est très bien pensée, nombre d'entre eux tenteront de vous feinter. On a parfois le sentiment de se retrouver plongé dans une impitoyable partie de Counter-Strike, notamment lors de l'une des premières missions du jeu dans lequel on doit décimer toute une base militaire afin de voler des documents. Stalker n'est pas un simple FPS bas du front, il intègre une dimension RPG avec gestion de l'inventaire. Vous pouvez porter jusqu'à 50 kg d'équipement. Au-delà de cette limite, votre personnage s'épuise beaucoup plus rapidement, et dès que vous atteignez 60 kg, celui-ci ne peut plus bouger. Vous trouverez également des artefacts que vous pouvez accrocher à votre ceinture, et qui vous donneront des bonus qui vous aideront à rendre votre personnage plus fort. Différentes armures sont également trouvables ou achetables tout au long du jeu, certaines étant plus adaptées que d'autres à certaines situations. Les combinaisons scientifiques protégeront bien contre les radiations mais seront moins efficaces contre les balles. D'autres seront efficaces pour le combat mais protégeront moins bien contre les anomalies. Une des armures du jeu, l'exosquelette, possède une très forte protection contre les balles, vous permettant de porter jusqu'à 70 kg mais en contrepartie vous ne pourrez plus courir. Les armes et armures ont également un système d'usure.
plus une arme sera abîmée, plus le risque de la voir s'enrayer augmente. Une armure sévèrement endommagée, quant à elle, vous protégera moins bien des attaques ennemies. Il est donc nécessaire de penser régulièrement à changer d'équipement sous peine de se retrouver dans une fâcheuse posture face à un ennemi arrivant de manière impromptue. Ces ennemis, une fois morts, lâcheront du loot qui variera selon les parties. Vous pouvez également revendre votre équipement aux différents marchands du jeu, et même aux autres stalkers de la zone avec quelques subtilités. Les scientifiques achèteront par exemple certains artefacts à un prix plus élevé que le barman. Connaître ce genre de détails permet de tirer le maximum de ce système de revente. L'ambiance sonore est également très marquée et oppressante, notamment dans les laboratoires qui sont remplis de bruits métalliques en tout genre, de hurlements lointains, sans compter l'habituel bip dû à la présence d'ennemis ainsi que du craquement dû à la présence de radioactivité. Il existe également une dimension survival horror à ce jeu, qui pourra être contrebalancée par l'aspect RPG cité précédemment. Si vous vous aventurez dans les labos et autres zones à risque avec le mauvais équipement et peu de balles, vous risquez de souffrir. En revanche, si vous prenez le temps de réfléchir à votre équipement, de farmer quelques balles, de trouver des armes dotées d'une bonne lunette de visée, vous vous sentirez comme le stalker le plus puissant de la zone. Tous ces éléments permettent une immersion incroyable. Tous les secrets et détails disséminés dans le jeu lui assurent une rejouabilité importante. Le jeu possède 7 fins différentes, dont seulement 2 sont des vraies fins. Pour les avoir, il faut suivre une série de quêtes annexes qui nous permettront enfin de répondre à toutes les questions que l'on se pose. Qui est Strelok ? Où est-il ? Quel est le secret de la zone ? En ce qui me concerne, je ne connaissais Stalker que de très loin avant que Mika ne propose l'idée pour l'épisode. Ayant surtout entendu parler de ses bugs et de sa difficulté dite extrême, je l'avais testé rapidement à une époque mais fus vite rebuté. Après y avoir joué beaucoup plus concrètement pour la conception de cet épisode, je peux décidément dire que cette expérience fut pour moi unique, dans tous les sens du terme. Stalker est un jeu que je qualifierais de non fini. Rempli de bugs qui peuvent réellement vous empêcher de finir le jeu, problèmes de hitbox, drop de FPS, système d'infiltration complètement aléatoire, crash et j'en passe. Ceci étant dit, c'est pas forcément un problème pour ce cas. Enfin, si, évidemment que c'est un problème. Mais le côté très broken de cette simulation de Gopnik post-apocalyptique colle. Bien que frustrant et m'obligeant à recharger d'anciennes sauvegardes, je ne peux que rigoler quand un perso principal prend une balle perdue, m'empêchant de continuer la mission, ou qu'un bandit à 400 mètres de moi ouvre son 3e œil et me repère directement, alertant plus ou moins télépathiquement et instantanément tous ses comparses. Le jeu est cassé, mais très vite, j'ai appris à embrasser ses problèmes. Car à côté de cela, je dois bien vous avouer qu'on est face à un petit bijou d'atmosphère et de storytelling plus que cryptique. Son ambiance couplée à son gameplay nerveux crée une très bonne expérience d'action horrifique très immersive. Possédant un grand nombre de quêtes annexes, nous en apprenons plus sur ce monde fourmillant de détails et de lore. J'ai vraiment apprécié mon temps dessus. Comme dans un Dark Souls, on apprend à accepter l'énervement, la défaite, et pour ce titre en tout cas, les bugs. Je dois aussi bien dire que le jeu m'a impressionné sur pas mal de points. Bourré de bonnes idées telles que les anomalies, de dangereux pièges créés par la zone, souvent invisibles à l'œil nu, notre cœur battant à chaque nouveau boulon lancé, se répercutant sur une de ces saletés. Ou encore les labos, qui créent de vrais moments de tension souterraine et qui m'ont vraiment plu. Globalement, on voit l'ampleur du travail accompli et leur volonté de repousser les limites, ce qui, par ailleurs, aura joué à double tranchant avec le jeu comme nous avons pu en parler. Cela dit, j'aimerais adresser un message à tous les sceptiques. Procurez-vous Stalker Shadow of Chernobyl. C'est un titre complètement sous-évalué et sous-apprécié par chez nous. Bien loin des FPS bas du slip habituels, Stalker offre une réelle expérience à ses joueurs. Le jeu est dur, sans pour autant être infaisable, froid, témoin d'un passé honteux et d'un avenir potentiellement sombre. Si les bugs vous effraient, sachez qu'il existe un mode qui corrige pratiquement tout et qui remet une certaine partie cutée du projet originel. Le lien sera en description. Pour ma part, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner, mais vraisemblablement, je suis seul à ne pas avoir compris. Mon Steam considérant mon jeu corrompu à chaque fois que je tentais la manœuvre. Mais enfin, le jeu est si bon que les bugs ne m'ont pas empêché d'y revenir encore et encore. Vivement Stalker 2. Puis bon, avec un peu de chance, peut-être qu'il sera fini ce coup-ci. Stalker est un jeu ambitieux, dont le développement fut compliqué, la date de sortie ayant été repoussée de maintes fois, notamment pour une raison. GSC Game World était en train de créer un monde ouvert avec un écosystème dynamique contrôlé par sa propre intelligence artificielle, A-Life, qui permet au jeu de faire sa vie sans l'intervention du joueur,
l'ambition initiale étant de permettre aux PNJ de compléter leur propre quête de leur côté et même de finir le jeu avant le joueur. GSC s'est cependant rendu compte que cela ne rendait pas l'expérience agréable pour le joueur et les mécaniques du jeu ont dû être retravaillées. Tous les ajustements du jeu ont conduit à l'apparition de bugs qu'il a fallu réparer, repoussant encore plus la sortie. Malgré tous les efforts du studio, le jeu restera truffé de bugs dont j'ai fait les frais récemment. Le jeu possède des missions secondaires nous plongeant dans les guerres entre les différentes factions du jeu. Après avoir reçu la tâche d'éliminer un sniper dans le camp adverse, le PNJ m'ayant donné la mission a disparu, rendant la mission infinissable. J'étais ainsi techniquement toujours en guerre contre une des factions qui m'attaquait à chaque fois que j'approchais leurs troupes, et ce à n'importe quel endroit de la carte. J'ai ainsi dû tricher et trouver un fichier de sauvegarde sur internet pour pouvoir finir le jeu. À la fin de ma toute première partie, il y a maintenant 14 ans, j'ai loupé beaucoup d'éléments importants et me suis retrouvé avec la fin que beaucoup considèrent comme la moins intéressante du jeu. J'ai été un peu déçu, puis j'ai appris pour les autres fins et ai recommencé le jeu jusqu'à toutes les obtenir. Suite à l'annonce récente de Stalker 2, de nombreuses personnes ont découvert Shadow of Chernobyl sur le tard et j'en suis très content. Ce jeu est culte en Europe de l'Est mais est malheureusement moins connu dans nos contrées alors qu'il possède d'indéniables qualités et était incroyablement ambitieux pour son époque. Selon un rapport de l'ONG Green Cross, la catastrophe aurait coûté 700 milliards de dollars depuis 1986. Leur rapport comprend le coût de l'explosion, les dommages causés aux terres ainsi que les conséquences sanitaires sur la population. La zone a un attrait magnétique sur les individus. Certains habitants sont revenus après la catastrophe. Environ 150 personnes, des retraités principalement, ont décidé de retourner vivre aux alentours de Tchernobyl malgré les risques. Le tourisme illégal pullule dans la région. On peut trouver un nombre important de vidéos d'exploration illégale de la zone sur YouTube. La ville de Pripyat, désertée il y a maintenant 35 ans, est toujours une ville fantôme suspendue dans le temps. Depuis 2019, la zone de Tchernobyl a été officiellement déclarée zone touristique par le président de l'Ukraine, Volodymyr Zelensky. Le tourisme était déjà présent dans la région. Depuis 2010, la zone accueillait environ 30 000 touristes par an, chiffre qui a augmenté avec la sortie de la série Tchernobyl sur HBO. En encadrant les visites, le président souhaite diminuer la corruption des forces de l'ordre qui acceptaient des pots de vin de la part des voyageurs afin de pouvoir visiter tranquillement la zone. De nombreuses critiques sont émises à propos du tourisme dans la région. Certains Instagrammeurs semblant considérer la zone comme une sorte de Disneyland morbide, les populations locales déplorent leur manque de respect pour les personnes ayant perdu la vie suite à cet événement. Le président ukrainien estime également qu'il est temps de changer l'image négative que possède Tchernobyl dans le monde. Il souhaite créer un corridor vert pour les touristes, ainsi que montrer cet endroit aux scientifiques et écologistes de la planète. En effet, la nature y a repris ses droits, ce qui n'était pas gagné à la base. L'impact initial de la catastrophe fut très fort. La forêt de pins aux alentours de Pripyat, désormais connue sous le nom de forêt rouge, fut la plus touchée. Les pins y sont morts instantanément et toutes leurs feuilles sont devenues rouges. « 35 ans après l'accident, la zone est désormais un paradis pour les animaux dont la population est paradoxalement plus importante qu'avant. On y trouve entre autres des ours, des bisons, des loups, des chevaux, plus de 200 espèces d'oiseaux. Anders Moller, chercheur au CNRS en écologie, étudiant de Tchernobyl depuis des années, mène en 2014 une étude dont les résultats sont inattendus. En analysant 152 oiseaux capturés dans les zones à forte radioactivité, celui-ci observe que les oiseaux qui vivent dans les zones les plus radioactives autour de Tchernobyl sont en meilleure santé que les individus capturés dans les zones moins atteintes. Il émet ainsi deux hypothèses. Soit les oiseaux se sont adaptés aux conditions environnementales au fil des générations, soit une forte sélection naturelle a éliminé les individus les plus faibles. Des effets négatifs ont cependant été détectés. Certains insectes vivent moins longtemps dans les zones hautement radioactives. Certains oiseaux souffrent de dommages au niveau du système immunitaire ainsi que d'altérations génétiques, qui ne semblent cependant ne pas avoir d'impact sur le maintien des espèces. La partie ukrainienne de la zone a été déclarée réserve radiologique de la biosphère en 2016 par le gouvernement. Elle est devenue un refuge pour de nombreuses espèces menacées, ainsi qu'un laboratoire naturel permettant d'étudier l'évolution dans des environnements radioactifs. Cela vient apporter une touche d'espoir après tous les événements tragiques que ce lieu chargé en histoire a vécu. Speak
плаче він казку таємною, сумно зітха верболіс. Нічка розсипала зорі золотисті, ось вони в річці на дні. Плачуть берези по той бік сріблисті, стогне хтось тяжко в вісні. Плачуть берези